compris, moi, je suis à Paris maintenant, mais je reste azuréen de cœur. Peut-être qu'un jour, je reviendrai. Je suis chez Mythic depuis 2 ans et demi et DRH maintenant depuis le mois de janvier. Donc, c'est tout nouveau. Voilà. Camilla? Donc, continuer pour la partie Schneider. Donc, je m'appelle Camilla Abraham. Je suis RH Business Partner pour les équipes R&D création d'offres qui développent des automates industriels, des automates programmables. Donc, depuis maintenant 6 ans et demi à peu près. Jean-Christophe? Yes, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Christophe Mineur, donc je suis Global HR chez Schneider Electric. Ça fait 18 ans que je suis chez Schneider sur plein de périmètres différents et plutôt à l'international, mais depuis on va dire maintenant 4 ans sur le business industrie. Et donc, je m'occupe de supporter deux lines of business, dont une bonne partie des équipes sont sur le site de Carros. Donc, j'ai un rôle global sur un scope international, mais le site de Carros est dans mon scope. Voilà. Et donc, je suis un collègue de Camilla et d'Eric, auquel je passe la parole. Oui. Moi, je pensais que c'était Ladies First, mais OK, on va continuer la team Schneider. Donc, effectivement, moi aussi, je fais partie donc, de l'équipe HR de Schneider. Donc, contrairement à Jean-Christophe, moi, je ne suis pas encore majeur, je n'ai pas 18 ans, mais j'en ai 10 au sein de Schneider. Donc, comme vous l'entendez peut-être, moi, j'ai fait le chemin inverse en fait de Michael. Je suis belge, donc je vivais en Belgique et je suis belge d'origine. J'ai été à Grenoble et je suis descendu dans le sud, donc il y a maintenant 6 mois. Donc fraîchement débarqué dans la région et fraîchement débarqué dans ce rôle. Donc j'ai exercé en fait différentes fonctions HR, aussi bien sur la partie learning que la partie talent management, que le support au niveau business, donc la part de l'entité commerciale au niveau des usines, et ici essentiellement pour la partie recherche et développement, donc R&D au niveau donc, de la partie industrielle, avec aussi le support des fonctions industrielles, qualité, supply chain, et toute la partie aussi en amont en fait de la R&D, donc innovation et technologie. Heureux d'être là et du coup de faire un peu de networking et de voir un petit peu ce qui vit dans la région. Bonsoir à tous et toutes. Donc, moi, c'est Mandana Kinaï. Donc, comme le disait tout à l'heure Cécile, donc, je suis chez Vinci Construction France, plus particulièrement en Sud-Est, hein, puisque du coup, Vinci, c'est assez gros. Donc, aujourd'hui, responsable ressources humaines basé à Nice, avec un scope qui part du Var et qui va jusqu'à Monaco. Donc, plutôt partie bâtiment me concernant. Donc, ça fait 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le groupe. Et je suis rentrée sur une fonction de responsable, de juriste en droit social à la base. Et donc, j'ai basculé sur un poste de responsable ressources humaines il y a 6 ans maintenant. Voilà, pour mon parcours qui n'a connu finalement que cette entreprise. Et donc, je suis très contente ce soir d'être parmi vous. Merci beaucoup, Mandana. Ravie de vous avoir parmi nous et on va commencer les questions. Je laisse Jocelyne poser la première question. Oui, alors la première question, c'était de savoir comment vous aviez vécu vous-même l'annonce du premier confinement dans l'entreprise et quelles actions immédiates ont été nécessaires lors de cette annonce. Donc, on peut commencer peut-être par Mandana. Alors, du coup, j'ai essayé de me replonger parce qu'au final, ça fait un peu plus d'1 an, donc, mais on a quand même de souvenirs qui sont assez frais. Nous, clairement, on l'a vécu comme une claque. C'était vraiment soudain. On entendait parler, hein, on avait tous vent de rumeurs. Alors, ça partait dans tous les sens. On recevait des mails, des SMS. Attention, on risque d'être confiné. Enfin, vraiment, ça partait de toutes parts. Mais on n'y croyait vraiment pas. Et quand c'est arrivé, ça nous a vraiment paru... le mot, je pense, qui qualifie, c'est vraiment surréaliste. Et donc, en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à se dire, bon, voilà, la décision est tombée, maintenant, il va falloir s'organiser et organiser les choses. Donc, face à cette situation, vraiment, pour nous, c'était vraiment une situation inédite parce que jusqu'à maintenant,
face à n'importe quelle situation, j'ai envie de dire, on avait toujours de la visibilité, une stratégie, un retour d'expérience, quelque chose. Et là, c'était vraiment nouveau pour tout le monde. Donc, il fallait vraiment qu'on prenne les choses à bras le corps et qu'on y aille. Donc moi, comme je vous le disais, on est dans le BTP. Donc, la première action immédiate qu'on a dû prendre, c'était vraiment de mettre en sécurité nos chantiers. Parce qu'on ne pouvait pas laisser l'activité comme ça. Un chantier, il y a plein de choses. Il y a des grues, il y a du matériel, il y a tout un tas de choses. Donc, et on ne savait surtout pas pour combien de temps on partait, en fait. On ne savait pas si ça allait durer 15 jours, 3 semaines, 6 mois. Enfin, on était vraiment dans l'inconnu le plus total. Donc, il a vraiment fallu organiser tout ça. Donc, nos équipes opérationnelles, dans un premier temps, se sont attelées à ça. D'un point de vue administratif et fonction support, pareil, il a fallu organiser la continuité de l'activité. Alors, j'en parlerai peut-être plus tard, mais comme je vous le disais, on est dans le bâtiment. Donc, nous, c'est vrai que toute la partie digitale, télétravail, etc., vous ne connaissez pas. Hein, on est vraiment archaïque là-dessus. Hein, donc, pour nous, en plus, on avait cet enjeu-là. On n'y connaissait pas grand-chose et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas en place dans l'entreprise. Donc, il a fallu vraiment organiser la continuité de l'activité vis-à-vis de nos fonctions support, faire le point donc, finalement sur qui allait être en télétravail, pour qui ça allait être possible, les fonctions pour lesquelles ça allait être complètement impossible, et je pense notamment à nos compagnons. Enfin, aujourd'hui, faire un chantier en télétravail, c'est juste pas possible en fait. Donc pour nous, c'était complètement nouveau. L'activité partielle, on n'avait pas connu ça. Et encore moins vraiment pas dans ce contexte-là. Donc, du coup, voilà, il a vraiment fallu faire l'état des lieux, accompagner les collaborateurs. Vous doutez bien que pour nous, c'était soudain, pour eux, ça l'était aussi. Donc, tout de suite, c'était des appels des différents managers, savoir comment on allait s'organiser, comment allaient se mettre en place les choses, des collaborateurs qui étaient inquiets. Aussi s'organiser d'un point de vue matériel, parce que finalement vous aviez des collaborateurs qui n'avaient pas d'ordinateur portable. Alors c'est basique, mais voilà, qui se sont retrouvés finalement à ne pas pouvoir télétravailler parce qu'ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait. Donc il a fallu organiser tout ça. Et en même temps, c'était aussi penser en fait au coup d'après et se dire qu'à un moment donné, l'activité allait forcément repartir. Alors, on était énormément en lien avec nos fédérations. On savait aussi qu'on avait un gouvernement qui poussait à un moment donné à ce que notre activité reprenne rapidement. Et j'avoue que là-dessus, on a eu plutôt de la chance. On n'a pas été à l'arrêt très longtemps. Donc, il a fallu aussi anticiper les reprises, essayer de se fournir sur tout le matériel qu'il nous faudrait pour la reprise. Alors, je pense aux masques, je pense aux gels hydroalcooliques, des choses qui, aujourd'hui, finalement, se trouvent assez facilement. Mais si vous vous souvenez, à l'époque, c'était juste l'enfer, en fait, de trouver et de s'approvisionner en matériel parce que tout était réquisitionné finalement pour les hôpitaux, pour les personnels de santé, ce qui est complètement normal. Donc, du coup, voilà, il a fallu un petit peu se préparer à tout ça et dans un contexte, en plus, où on a vécu tout plein d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous disait A, donc on communiquait sur A, le lendemain, finalement, c'était pas A, c'était B. Enfin, c'était vraiment l'enfer, mais je pense qu'on a tous connu ça et voilà, ça a vraiment été compliqué de notre côté. Ok, merci beaucoup, Mandana. Mickaël, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue, toi, déjà alors à Paris, sur une autre région, sur un autre secteur d'activité aussi, savoir un petit peu comment ça s'est passé? Eh bien, c'est un petit peu l'inverse de Mandana. Nous, on le sentait venir quand même. Hein. Ça faisait, alors je ne sais pas si c'est l'effet Paris et tout ça, mais ça faisait quand même quelques semaines qu'on sentait que ça ne sentait pas bon et quelques jours où ça sentait vraiment pas bon. Donc, on disait, on avait déjà passé le mot à nos collaborateurs, leur dire rentrez avec vos PC. Donc, nous, on a la chance d'être sur une population quand même qui peut être à 100% en télétravail. On n'a pas de personnes sur site. Si, on n'a pas de personnes sur site, pardon. On n'a pas de chantier, on n'a pas ce genre de choses-là. On est une société exclusivement digitale. Et tout le monde travaille sur des ordinateurs portables, ce qui était plutôt pratique. Donc, on incitait déjà, quelques jours avant le confinement, les gens à rentrer avec leur PC le soir parce qu'on sentait qu'à un moment ou à un autre, ils n'allaient pas pouvoir revenir au bureau.
Et lorsque les annonces ont été données, bon, la décision a été prise immédiatement. Tout le monde en télétravail et on bascule du jour au lendemain en télétravail. Et en fait, on a été surpris de la manière dont ça s'est fait et dont on a basculé. On avait la chance quand même d'avoir déjà un accord de télétravail. Donc, la majorité des gens faisaient en moyenne un jour de télétravail par semaine. C'est ce à quoi on avait le droit. Donc, les gens étaient habitués, même si c'était ponctuel, à faire un petit peu de télétravail. Donc, la bascule s'est faite relativement bien et on a senti vraiment une grosse solidarité, un gros mouvement collectif qui s'est mis en place, plein de positifs en plus. Les gens ont très vite commencé à déconner là-dessus, à prendre le contre-pied, à se soutenir entre eux. Et alors, ça n'a pas duré longtemps, mais au début, au moins, c'était vraiment extrêmement fort. Et nous, notre rôle derrière et les actions immédiates qu'on a dû prendre, c'était vraiment comment on rassure les collaborateurs, sur le fait que ça va, on va le passer cette étape ensemble, ça va être dur, mais on va se serrer les coudes. Et aussi tous les collaborateurs avec des enfants à la maison, comme c'est le cas aujourd'hui, du jour au lendemain, nous, on n'était pas du tout éligibles au chômage partiel. Je ne sais plus si on n'était pas éligible ou si on n'a pas voulu le mettre en place, mais en tout cas, il n'y avait pas de raison de passer en chômage partiel. Donc, les gens se retrouvaient avec des enfants à la maison à gérer ça. Et on a dû être, dans notre communication, extrêmement rassurant sur notre compréhension des contraintes familiales, sur le fait qu'on allait être conscient que les gens n'allaient pas tous pouvoir être à 100%, sur la dépriorisation de certains projets, de certains sujets, l'annulation de certaines réunions et des collaborateurs qui se sont mis eux-mêmes une pression folle qu'on a réussi à identifier assez rapidement, vers qui on a dû aller. Et pour leur expliquer, écoute, c'est pas grave, si tu peux donner que 30% de ton temps, écoute, c'est déjà 30% que tu peux nous donner, c'est top, fais-le. Et à partir du moment où on a réussi à faire passer ces messages-là, tout de suite, il y a eu une sorte de soulagement et ça s'est plutôt bien passé. Et après, en termes d'outils de travail, nous, notre outil est purement digital. On était équipés, on a Slack, on avait des Zooms, mais on avait 3 licences Zoom pour toute la société. Donc, il a fallu vite monter en charge là-dessus quand même, parce que nos salles de réunion se sont transformées en Zoom et on fait beaucoup de réunions. On a dû déployer assez rapidement, notamment au niveau des RH, des outils comme DocuSign, par exemple, pour pouvoir digitaliser toute cette partie-là. On faisait beaucoup de choses à la main. Ça nous a poussé, et c'est quelque part, ça c'est le côté positif, à accélérer cette digitalisation et à déployer aussi ce qu'on a fait une cellule d'aide, d'écoute psychologique, notamment pour les gens qui étaient dans des situations familiales difficiles. On a eu des collaborateurs quand même qui étaient pas dans des situations cool, quoi. Et il a fallu rapidement pouvoir les rassurer là-dessus. Et on s'est appuyé sur notre mutuelle, justement, qui proposait cette cellule d'écoute psychologique qu'on a déployée en interne. Donc voilà, dans les premières actions. Ok, merci beaucoup, Mickaël. Camilla, si tu veux nous donner, alors après en complément avec Jean-Christophe et Eric, je vous laisse voir comment vous intervenez, mais si on peut avoir aussi votre vision côté Schneider, du coup, de ce qui s'est passé. Alors, côté Schneider, sur Caros, on est sur 2 types d'activités. Donc, il y a l'activité principale qui est liée à la création d'offres et les équipes R&D. Et puis, côté usine. Et finalement, on va retrouver un petit peu les 2 situations déjà décrites par Mickaël et Manana. Parce que côté R&D, effectivement, même si l'annonce était vécue, on s'était voté les mots brutal. Vous avez parlé des surréalistes. On était quand même déjà préparé parce que le télétravail pour les fonctions R&D, c'était déjà un mécanisme bien connu et bien installé avec l'accord de télétravail qu'on avait signé à l'époque en 2012 ou 2013 de mémoire. Donc, quelque part, on a dû juste étendre ce dispositif qui était déjà utilisé par près de 40% de collaborateurs. Ensuite, il y a aussi, il fallait vite voter, il fallait vite faire aussi en sorte d'audit sur les métiers qui sont quand même, qui ont nécessité la présence sur les sites. Et avec les nouveaux protocoles sanitaires qui
qu'il fallait aussi vite fait définir, organiser les équipes en business continuity, donc avec les équipes red bleu ou en fonction de rotation des équipes pour qu'on ait aussi une présence minimum nécessaire, mais qui garantissait justement cette présence pour nos clients, notamment pour les fonctions support client ou les fonctions qui travaillent dans les labos, qui font des tests, qui manipulent tous les matériels électroniques qu'on développe sur les sites. Côté usine, l'arrêt au début était vraiment net. Pendant juste quelques jours de mémoire, c'était 2-3 jours où il fallait vraiment tout définir, comment on va s'organiser, parce que forcément, c'est comme dans les chantiers, ce n'est pas des fonctions, dans la majorité télétravaillables. Donc après ces 2-3 jours d'arrêt où on a défini les protocoles sanitaires, on a aussi rassuré nos partenaires sociaux, nos managers. On a commencé à tourner avec une équipe, donc sachant qu'en temps normal, on tourne sur 3 shifts, 3 équipes. Et puis assez rapidement, quand ça s'est plutôt bien passé et les salariés nous faisaient confiance pour revenir sur les sites, au bout d'une dizaine de jours, on est passé sur 2 équipes avec une heure de pause entre 2 équipes pour justement désinfecter tous les postes de travail. Et au bout de 3 semaines, on est revenu sur un fonctionnement normal sur 3 équipes, mais avec un temps de pause de 30-45 minutes pour nettoyer tous les postes de travail entre les équipes. Et finalement, on retrouve aussi ce que Amanda partageait. Ce qu'on a mis en place très rapidement, c'était justement des cellules de communication avec notre management, à la fois au niveau de la direction du site. Donc, la direction du site chez nous a un rôle plutôt de coordination. Ce n'est pas une direction hiérarchique. Elle héberge plutôt des différentes activités. Donc, il fallait mettre les différents acteurs autour de la table et leur communiquer régulièrement. Et puis, effectivement, dans le contexte où tout changeait quasiment tous les jours. On a commencé par des cellules d'information tous les 2 jours et progressivement, une fois que la situation commençait à se stabiliser, on faisait des communications 2 fois par semaine et puis 1 fois par semaine pour mettre pour que tous nos managers aient toutes les informations nécessaires pour animer leurs équipes. Est-ce que César, il y a des questions qui rebondiraient sur ce qu'on a dit et qui, tu penses, ils ne peuvent pas forcément attendre la fin? Alors, on a effectivement quelques questions qui ont été posées. Hop là. Alors, on a Vanessa qui nous demande à Mandana, comment ont-ils arbitré pour la mise en place d'outils collaboratifs de travail? Comment vous avez pu arbitrer donc, le choix de ces outils pour les fonctions qui pouvaient bien sûr télétravailler? On fait partie d'un groupe, donc du coup, il y avait quand même des outils qui avaient été déployés, mais c'est sûr qu'entre la base qui se trouve à Paris et nous dans le sud-est, tout ne redescend pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc il y avait des outils, alors quand je dis qu'on était archaïque, j'exagère un peu volontairement, mais on avait quand même commencé à mettre en place certains outils et je pense à des outils type Teams ou OneNote, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris l'habitude de les utiliser. Donc, on avait des ambassadeurs digitaux qu'on commençait à déployer dans nos sociétés, dont l'objectif, en fait, était d'amener les collaborateurs à utiliser ces outils-là. Mais en fait, c'est vrai que c'était compliqué parce que c'était un changement complet, finalement, de mode de travail et de mode de fonctionnement. Et que clairement, on gère tous de l'humain. Vous savez ce que c'est. C'est compliqué de faire changer les personnes. Donc c'est vrai que ces outils-là existaient, étaient mis en place. Et en fait, c'est la situation qui a fait qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix. Il fallait forcément les utiliser. Donc ça, c'est le côté positif qu'on a ressorti de la situation. C'est que ça nous a amené à finalement prendre à bras-le-corps cette digitalisation, entre guillemets, et à utiliser ces outils-là. Et aujourd'hui, on les utilise toujours d'ailleurs. Et pour moi, ça fera partie d'un point d'attention qu'il faudra avoir, c'est que clairement, à la fin, on ne sait pas quand, mais à un moment donné, j'espère qu'on y arrivera, quand la situation sera complètement assainie, qu'on sera sorti de tout ça, pour moi, il va vraiment falloir trouver le bon curseur entre ce qui va pouvoir être conservé en digitalisation et le lien
social qu'on va devoir retrouver parce qu'aujourd'hui, on s'est quand même tous inscrits, je pense, dans un confort. C'est sûr que voilà, des réunions qui se faisaient à Marseille, à Paris, alors en plus, nous, à Nice, monter à Paris, c'est compliqué, hein, on n'a pas le TGV en 3 heures. Donc, c'était se lever très tôt, prendre l'avion, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que même si les personnes ont besoin de retrouver du lien social, et pour eux, c'est important et ils l'expriment, malgré tout, c'est vrai qu'on prend aujourd'hui, entre guillemets, plaisir à avoir ce confort-là de se dire, bon, cette réunion, je ne me déplace plus, je le fais maintenant de façon dématérialisée. Donc voilà, les outils étaient existants, mais non utilisés, pour répondre à la question. Merci. On a une question de Charlène et de Valérie qui se ressemblent un petit peu, donc je vais la poser. Quelles ont été les réactions de vos salariés face à ce changement, bien sûr? Alors, on a quelques exemples d'activité partielle. Est-ce qu'il y a eu des demandes d'indemnité particulières au niveau du matériel? On imagine celui qui n'avait peut-être pas un écran, une souris. Est-ce que vous avez facilité l'achat pour vos équipes? Et aussi par rapport aux amplitudes de travail qui sont un peu différentes. On le sait avec le télétravail, on se retrouve beaucoup plus rapidement sur son poste de travail, pas de métro, pas cette routine de transport. Donc, quels sont vos retours vraiment du coup de vos équipes en direct sur ces points-là? Je peux prendre le point si vous voulez. J'aurais tendance à dire qu'il y a entre guillemets eu 2 réactions. Donc, on a eu la première situation et donc le premier confinement l'année passée et la situation dans laquelle on est toujours maintenant, qui est une sorte d'évolution de la situation qu'on a connue par surprise l'année dernière. Donc, c'est vrai que je pense que de manière globale, ça s'est bien passé lors du premier confinement et les réactions étaient plutôt positives. Je me souviens on était toutes et tous un peu dans une sorte d'euphorie, surprise évidemment aussi, mais une sorte d'euphorie où finalement on retrouvait un équilibre qu'on avait peut-être perdu. On était en famille, en plus il y avait plutôt du soleil, il faisait plutôt bon, donc les gens profitaient aussi de certains moments avec les amis et la famille. Donc je pense qu'il y avait un petit peu ça aussi. Au début, on ne savait pas trop où on allait, donc c'était une sorte de nouveau monde dans lequel on se trouvait. Donc il n'y a pas eu de réaction trop négative dans un premier temps. Je pense qu'on a été plutôt bon pour activer la machine aussi et communiquer, donc que ça soit en interne entre nous, entre RH ou avec effectivement la direction de site ou avec les médecines du travail, mais aussi avec les managers et avec les différents salariés. Donc, je veux dire, on a organisé effectivement beaucoup plus de visio, de call. Donc ça, je pense que c'était vraiment un point crucial, c'était la communication, même si on a effectivement, comme tout le monde, appris en marchant. Mais effectivement, il y a parfois eu des changements, peut-être de jour en jour, en fonction de la situation qui évoluait. Mais je pense que voilà, les gens dans l'ensemble se sentaient rassurés. Vous voyez qu'on prenait des mesures pour les aider, qui certes, comme je viens de le dire, ont évolué, mais ça, les réactions étaient plutôt positives. Maintenant, effectivement, comme ça s'est installé dans la longueur, il y avait aussi des choses à mettre en place. Donc, le télétravail existait déjà chez nous, comme Camilla le disait. Donc, on s'est mis en ordre de marche assez rapidement en télétravail. On faisait 2 jours semaine et tout le monde est pratiquement passé à 5 jours semaine assez rapidement. Mais effectivement, comme on était sur la longueur, on a voulu aussi reconnaître ce télétravail. Et donc, on a effectivement mis en place un pack télétravail où on a fourni certains outils tels qu'une chaise, clavier, souris, etc., pour quand même soutenir ce télétravail. Et ce qu'on ressent maintenant, c'est que la réaction donc sur les mécanismes, effectivement, oui, il y a eu quelques mises en place parce qu'il y avait une petite perte de salaire pour certains types de travailleurs. Donc, effectivement, on a essayé de compenser ça et on a augmenté en fait la compensation par rapport à ce qui existait au niveau des mesures gouvernementales. Mais ce qui existe maintenant, malgré tout, c'est effectivement une sorte de lassitude, pas par rapport à ce que l'entreprise a mis en œuvre, mais plus par rapport à la situation. Et je fais le lien avec la question suivante, où effectivement, on est un peu aliéné par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, où effectivement, c'est métro, je crois que quelqu'un a dit métro visio dodo, quelque chose comme ça, où effectivement, la déconnexion est compliquée. Et si finalement, en tant que collaborateur et en tant qu'être humain, on ne se met pas des barrières en se disant là, je vais faire une petite marche pendant une demi-heure ou j'arrête à telle heure
pour prendre soin de moi, effectivement, on a l'impression qu'on passe la vie derrière son écran. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Camilla et Jean-Christophe. Oui, juste peut-être qu'on peut compléter pour la partie, effectivement, les bonnes pratiques. Donc, on est passé aussi par la sensibilisation de managers pour comment maintenir le lien social, comment communiquer en digital, comment être sûr que voilà, les gens derrière l'écran ne décrochent pas pendant la réunion. On a fait aussi au niveau de groupe des petits vidéos tutos sur comment finalement bien s'installer à la maison au télétravail. Forcément, on n'a pas tous une chaise ergonomique, l'ordinateur qui est à bon hauteur. Donc, effectivement, notre médecin du travail a fourni un guide de télétravail, mais plutôt concentré sur côté posture et comment organiser sa journée pour s'assurer qu'effectivement on fait des pauses nécessaires et finalement que cette barrière entre la vie professionnelle et personnelle, comme on reste tout le temps dans le contexte personnel, reste quand même respectée. De mon côté, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'est assez similaire ce qu'on a mis en place. Pareil, où on a proposé aux collaborateurs de récupérer, ceux qui le souhaitaient, de récupérer leurs écrans, leurs chaises et tout ça pour s'installer chez eux. On a également mis en place une politique de remboursement d'achat de matériel pour ceux qui souhaitaient, une enveloppe de 500 € par collaborateur pour qu'ils puissent acheter le matériel dont ils avaient besoin pour s'installer. Non, je réfléchis à ce qu'on a fait des trucs en plus, mais en fait, c'est très similaire à nous, ce qu'on a déployé chez nous, que ce que vient d'expliquer Eric et Camille, en fait. Ça marche. Alors, on a eu d'autres questions. Je vais peut-être pas toutes les poser maintenant parce qu'en fait, il y en a qui vont arriver, que Cécile et Jocelyne vont vous poser. J'en ai peut-être une qui est un peu décalée, là, qui est sympa à poser pour Mickaël. Le trafic de Mythique pendant ces périodes de confinement, est-ce que c'est quelque chose qui marche bien pour faire des rencontres, le fait de plus pouvoir sortir? En fait, ça a fait ça, mais à l'annonce du confinement, mais gros drop. On est tous un petit peu serrés les dents, mais ça n'a vraiment pas duré. Ça n'a pas duré longtemps du tout. Et ça a très vite repris parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de créer du lien social, besoin de se rencontrer, besoin de se rencontrer, même au moins de faire connaissance avec d'autres personnes. Et en fait, quand les bars sont fermés, les boîtes sont fermées, les restaurants sont fermés, on ne peut plus se ressortir, sur quoi on se rabat? Sur les sites de rencontres. Et je dois dire que ça a été un peu une surprise pour nous. En fait, on a eu des niveaux de trafic pendant le confinement qui étaient identiques, voire supérieurs à nos meilleurs mois de l'année. Alors, sachant les équipes se sont mis vraiment en 4, on a déployé la visio sur l'appli Mythique. Avant, c'était juste du chat à la WhatsApp. Et donc là, en 3 semaines, une équipe s'est mise en mode startup en interne pour déployer la visio pour tous les célibataires. Il y a eu plein de choses, des podcasts à destination également de nos célibataires. Là où on a vu la plus grosse chute de trafic, c'est sur les seniors. En fait, sur les seniors, eux, ils ont mis du temps à revenir, mais on comprend aussi pourquoi. Alors que c'était vraiment le relais de croissance chez nous, alors que au contraire sur notre cœur de cible, c'est-à-dire le trentenaire, quarantenaire, là, ça a très très bien fonctionné en fait. Donc on a été rassuré assez rapidement, ce qui fait que les recrutements qu'on a stoppés, on les a stoppés pendant 1 semaine et demie en attendant de voir comment ça passait. Puis quand on a vu que ça allait, en fait, on a repris et on a continué comme avant. Donc on est chanceux, vraiment. Voilà, pour poursuivre, c'est un peu moins fun comme question, mais sur les difficultés, parce qu'il y en a eu, et surtout d'un point de vue humain, il y a eu une perte de lien social qui a été plus ou moins bien vécue par certaines personnes. Tout à l'heure, Mika, tu disais que pour certains collaborateurs, c'était difficile, notamment de devoir gérer les enfants. Pour ceux qui en avaient, certains se sont retrouvés dans des conditions, probablement dans des petits appartements. Les situations n'ont pas été faciles. Donc, comment vous avez pu gérer de manière, d'un point de vue humain et psychologique ça? Alors, je sais que Mika, tout à l'heure, tu as évoqué une cellule d'écoute psychologique via votre mutuelle. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place de ton côté? Et puis après, on laissera également à Mandana et puis à Camilla, Jean-Christophe et Eric répondre. En vrai, la cellule d'écoute psychologique, je ne sais pas si elle a eu un succès énorme, parce que
c'est une démarche qui est quand même assez difficile hein, pour un collaborateur de se dire je vais appeler ce numéro-là parce que je ne vais pas bien. La première démarche, c'est soit d'en parler à ses collègues, soit d'en parler à son manager, éventuellement d'en parler à ses responsables RH s'il y a suffisamment de proximité, et nous, on est suffisamment petit pour l'avoir, cette proximité. Donc, en fait, je pense qu'on a réussi à détecter les risques et les personnes en difficulté assez rapidement. Et en fait, ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup de compréhension, beaucoup de messages. La nécessité d'adapter l'activité, etc. Mais ça a été surtout un gros travail sur les managers. Je pense que les managers étaient… Déjà, il ne faut pas oublier qu'ils étaient dans la même situation que leurs collaborateurs. Donc, eux aussi pouvaient être peut-être un petit peu dépassés, mais on a dû être là beaucoup plus pour eux. On a dû les inciter notamment à multiplier les touchpoints avec leurs collaborateurs en disant c'est minimum une fois par semaine que tu as un point individuel avec les personnes de ton équipe, voire même plus que ça, parce que il faut prendre la température, il faut mettre beaucoup d'empathie, faut proposer des aménagements. N'hésite pas à venir nous voir s'il y a besoin d'aménager l'activité, le travail d'un collaborateur. Enfin, on n'a pas déployé un process groupe en mode ça va se passer comme ça. On a fait énormément de cas par cas en fait, et c'est pour ça que ça a été une période extrêmement chargée niveau RH, et je pense comme tout le monde, parce qu'en fait on a dû gérer quasiment chaque situation au cas par cas avec beaucoup d'empathie, d'humanité, et tout en étant nous aussi avec des enfants à la maison. C'était costaud. Voilà, et je ne me rappelle plus le début de la question, mais je ne sais pas si j'ai répondu Non, à c'était l'entière. ça, c'est comment vous avez géré humainement ces difficultés. Ouais. Après, il y avait le fait d'être à la maison, mais il y a, alors peut-être Mitty qui n'a pas été concernée, peut-être Mandana ou Camilla, Jean-Christophe, Eric, peut-être vous avez été confrontés à ça, du chômage partiel ou des licenciements, parce qu'il y en a certains qui ont été en chômage partiel, d'autres qui ne l'ont pas été, et il y a pu y avoir peut-être un sentiment d'injustice qui a été ressenti vis-à-vis de ça, que certains doivent rester chez eux et être payés juste une partie de leur salaire et d'autres non. Alors oui, effectivement, c'était le cas chez nous. L'activité partielle est arrivée, alors pas tout de suite, parce que assez rapidement, qu'on était déjà télétravail ready et les outils étaient là, les business a continué. Mais à un moment donné, plutôt une décision plutôt stratégique, et en anticipant la baisse des commandes, on a mis en place une activité partielle sur la majorité des équipes R&D aussi. Et bizarrement, c'était vécu presque comme une contrainte pour les équipes. Donc, du coup, ce n'était pas l'effet de rester à la maison et avoir une baisse des salaires. On a mis un pourcentage très raisonnable, donc c'était minime. Mais finalement, les plus grandes craintes des équipes, c'était oui, vous anticipez la baisse des commandes, mais nous, en termes de la roadmap, on est encore full. Donc, nous, on veut télétravailler, même avec des conditions dégradées avec les familles à la maison. Mais clairement, cette partie activité partielle était vécue par des équipes comme contrainte, comme si en fait on les demandait de faire toujours autant, mais avec moins de temps disponible de travailler. Donc effectivement, par la suite, on a pris des décisions pour décaler certains projets dans la roadmap pour effectivement permettre aux collaborateurs de travailler dans les bonnes conditions et adapter la quantité de travail au pourcentage de présence sur les sites. Mais je pense que la plus grande difficulté, effectivement, était liée à cette perte de liens sociaux. Et du coup, l'enjeu, c'était de mettre en place des choses qui pourraient contrebalancer ça. On a mis quasiment comme chez Mythique, il y avait une aide avec notre mutuelle, notre prévoyance, son soutien psychologique. On a la chance aussi d'avoir une assistante sociale, le manager qui à la fois était dans le même rôle que le collaborateur, mais aussi qui était leur première niveau d'écoute. Nos RH, jamais si dans l'opérationnel que pendant surtout les premières crises. Je pense que pendant la première vague, on faisait que ça. On faisait vraiment 95% de notre temps, on gérait vraiment les cas individuels, les cas globaux, les contextes qui changeaient tout le temps. Et je pense, en fait, ce qui était vraiment difficile de point de vue humain, psychologique, c'était pour ceux qui effectivement prenaient le nouveau poste. Et je pense qu'Eric pourrait
pour en ajouter un petit mot, mais aussi, avant crise, on s'était engagé sur des acquisitions plutôt qui étaient globales. Et donc, du coup, gérer une acquisition dans le contexte où effectivement, on ne se voit pas ou on se voit qu'en visio, c'était aussi humainement complexe. Et je laisserai aussi Jean-Christophe peut-être témoigner sur ça. Eric, on va commencer avec toi sur les onboarding finalement. Non, alors certes, comme je l'ai dit, j'étais déjà chez Schneider précédemment, donc je ne découvrais pas l'entreprise, je ne découvrais pas les mécanismes internes, et j'avais déjà mon réseau et je savais déjà naviguer dans l'entreprise, mais c'est vrai que c'était assez particulier de premièrement déménager dans une nouvelle région, vu que, comme je le disais précédemment, je vivais entre Bruxelles et Grenoble. Et donc, venir, trouver un logement, se retrouver dans une situation où finalement, on ne peut pas sortir pratiquement de chez soi, ou en tout cas, on ne peut pas aller à plus de 10 ou 20 ou voire 30 km/h. Mais en plus, voilà, vous arrivez sur site. Alors, Camilla était en congé de maternité, donc Jean-Christophe m'a accueilli à bras ouverts de loin, mais m'a accueilli à bras ouverts malgré tout. Mais c'est vrai que prendre une fonction et se connecter, essayer de comprendre le business, essayer de créer du lien, c'était assez compliqué en fait en arrivant et en faisant ça à distance. Donc c'est vrai que ça m'a demandé quand même pas mal d'efforts et d'investissements personnels pour organiser en fait énormément de calls pour me connecter avec les différents business leaders, mais aussi avec les people. Donc, alors, j'ai toujours beaucoup de calls aujourd'hui. Hein. Je pense que par rapport à Mythic, il doit avoir des similitudes au niveau de la culture d'entreprise, mais toujours est-il, c'est vrai que, et ça crée même des situations cocasses parce que j'étais au bureau la semaine passée et en fait, il y avait un leader sur site avec qui je me suis connecté régulièrement, mais on ne s'était jamais vu de visu, quoi. Et donc, on était tous les deux au bureau avec notre masque. Et il me regarde, il dit Eric, je dis Frédéric. Et donc, en fait, voilà, même ça prouve bien que même quand vous vous connectez, en fait, finalement, derrière un écran, ce n'est pas exactement la même intimité. Et vous ne voyez pas forcément les mêmes choses, vous sentez les mêmes choses que quand vous rencontrez la personne de visu. Donc c'est vrai qu'en termes de prise de fonction, du coup, cette expérience me permet aussi de me mettre à la place de nouveaux collaborateurs, mais qui, au-delà d'être nouveaux comme moi, en étant déjà dans l'entreprise et ayant pris un nouveau rôle suite à une mobilité, viennent carrément de l'extérieur, où là, c'est encore bien plus compliqué parce que vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas les outils, vous n'avez pas vraiment de networking. Et je crois que du coup, le rôle HR est encore plus important. Hein. J'ai un nouveau collaborateur qui, lui, en l'occurrence, est déjà chez Schneider, mais en Côte d'Ivoire et qui a commencé ici il y a 2 jours. J'avais communiqué avec lui via Teams et donc je l'ai vu sur site aujourd'hui et j'ai senti vraiment que effectivement le fait de l'accueillir, de lui faire part un peu de la culture, parce que maintenant c'est ça qui est assez cocasse, c'est que maintenant effectivement c'est moi qui accueille les gens dans l'entreprise finalement ici sur Carrosse. Mais voilà, c'était important pour lui d'avoir un contact humain, de sentir un petit peu ce qui se passait. Je lui ai présenté 2-3 personnes qui étaient sur site et directement, il avait la banane et il m'a envoyé un petit message après pour me remercier de lui avoir fait faire le tour du bâtiment et de rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est vrai que ça reste quand même plus compliqué pour se connecter. Il ne faut pas sous-estimer notre rôle, déjà le rôle du management, bien entendu, mais là, en l'occurrence, son manager est en Australie. Donc, effectivement, du rôle du manager ou du rôle du HR dans l'accueil. Alors, je pense que voilà, cette expérience, finalement, qui pour moi était assez particulière, m'a permis de me mettre dans la peau de l'autre aussi. Si je peux juste me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus, parce que nous, on a intégré je pense depuis le début du confinement, on a intégré quasiment 40 personnes, je pense, à distance maintenant. Et en fait, on a fait pas mal d'erreurs au début, je pense. Et l'erreur première qu'on a faite, on s'est dit, ça va marcher comme avant, sauf que en fait, non, ça ne marche pas comme avant, l'intégration. Et avec les premiers, on s'est rendu compte que déjà, on avait une culture orale extrêmement forte. Et on le sentait, mais on ne savait pas que c'était à ce point-là. Et on s'est rendu compte qu'on manquait énormément d'écrits, énormément de documentation, énormément d'endroits où aller chercher l'information et même ne serait-ce que savoir expliquer à une personne où est l'information. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément et qu'il a fallu
il a fallu pousser, on a dû retravailler nos intégrations, nos onboarding, mais aussi toute cette, comment on appellerait ça, essayer de centraliser toute cette information corporate qui au final était disséminée entre plein de personnes, sur les épaules de différentes personnes. Et c'est très facile quand tu es au bureau et de dire ah bah ça, tiens, va voir un tel, il va t'expliquer, ou alors ah bah alors la prochaine réunion tu croiseras truc et il va te dire, enfin le networking se fait beaucoup plus facilement quand même sur place, et il a fallu vraiment qu'on retravaille ça, et également des petites actions mais basiques dont on ne se rendait pas compte, et ça c'est notamment dans nos équipes de dev, on s'est rendu compte que les devs ne mettaient jamais la caméra. Alors je sais qu'il y a un gros débat caméra ou pas caméra, mais nous on s'est retrouvés. Alors nous, côté RH, on mettait la caméra, ça nous semblait tellement naturel de se voir en fait, et de voir les gens, qu'on ne pensait pas que c'était pas quelque chose de naturel chez d'autres personnes. C'est une erreur. Et on s'est rendu compte que nous, on a un dev qui est arrivé et il n'a pas vu le visage de ses collègues avant 2 mois. C'est-à-dire que la première fois qu'il a vu le visage de ses collègues, et je l'ai su quand on avait réouvert un peu les bureaux, qu'on pouvait aller boire des coups dehors, et c'était en buvant une bière avec lui dehors. Et je dis, ah, ça va, ça se passe bien. Ça fait plaisir de voir mes collègues, de enfin mettre des visages sur des noms. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, comment ça, des visages sur des noms? Je fais, bah oui, en fait, c'est la première fois que je les vois réellement aujourd'hui. Je fais, mais tu les vois, mais tu les avais vus par visio? Ah non, non, jamais. Je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Et là, on se prend une grosse claque. On se dit, ah ouais, en fait, il faut qu'on se remette en question aussi. Il faut qu'on structure un petit peu tout ça. Donc, ouais, ça nous a poussé aussi à rechallenger nos acquis, je vais dire. Ouais, je vais revenir sur ce qu'a dit Camilla, parce que je pense que c'était vraiment un point assez spécifique peut-être chez nous. C'est effectivement la charge de travail qui a dû être digérée par les équipes de R&D. Parce qu'effectivement, globalement pour Schneider, au moment du premier confinement, les votes ont droppé de façon super forte. Donc, de partout, il y a quand même eu un mouvement pour adapter un peu le temps de travail, réduire un peu la voilure. Sauf qu'effectivement, dans les équipes de R&D, on travaille sur des projets à 2-3 ans, et en fait, on a demandé aux équipes de continuer de travailler sur le même rythme, c'est-à-dire sans changer les objectifs des projets en termes de timing, mais en le faisant de chez eux, en le faisant avec les contraintes qu'on a dû aussi coordonner avec les autres pays, parce que c'est aussi une des spécificités sur les équipes de Caros, hein, c'est que nos projets, ils sont développés, quand on développe on va prendre un automate programmable, il y a une partie qui est développée à Caros, mais il y a une partie qui est développée en Inde, il y en a une partie qui est développée à Boston, et parfois il y en a une partie qui est développée au Japon. Et tous ces pays ont mis quasiment en même temps en place des mesures de travail particulières, avec dans certains pays carrément l'obligation de poser des jours de congé, voilà, des trucs quand même auxquels on ne pouvait pas déroger, parce que clairement, on se devait aussi de respecter les législations locales, donc il n'était pas question de faire travailler les gens sur les jours sur lesquels ils n'étaient pas censés se connecter. Donc pour les équipes, ça a représenté un vrai facteur de stress, je pense, et c'est vrai que même si au départ, il y a eu effectivement beaucoup de bonne volonté, l'accompagnement de la boîte pour essayer que ça se passe du mieux possible, ça a été un truc un peu compliqué à gérer quand même sur la durée. Après, effectivement, le point sur les acquisitions, bon là, c'est vrai que c'était aussi un truc un peu rock'n'roll à gérer, parce qu'il se trouve effectivement qu'on avait engagé des process d'acquisition à ce moment-là. Et donc, on a dû avancer dans des phases de due diligence ou même de tout proche de signer pour l'acquisition de boîtes sans pouvoir faire tous les déplacements qu'on voulait, rencontrer les équipes. Enfin, là, en l'occurrence, c'était une boîte en Allemagne. Donc, on a organisé quelques voyages sympathiques, parfois en voiture depuis Nice, pour aller les voir. C'est loin, l'Allemagne, en voiture. Voilà, quand on a pu, on a quand même repris les avions avec les tests, les machins, mais c'est vrai que c'était pas simple non plus. Voilà, donc une bonne expérience, mais quand même pas optimale. Il y a quand même rien qui remplace le contact avec les personnes, et je pense qu'on le voit encore aujourd'hui.
Je pense que je reviens encore sur les équipes de R&D. Tout le monde a pris ses habitudes et je pense que c'est très bien habitué pour travailler à distance. Mais aujourd'hui, on a des contraintes qui font qu'on interdit clairement les réunions en présentiel sur site. Et je pense que ça, c'est un truc qui manque beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on était capable une fois par mois ou de remettre les écrivains un peu ensemble, je pense que ça ferait énormément de bien. Aujourd'hui, on peut toujours pas le faire et ça fait tellement de temps qu'on ne peut plus le faire que ça devient quand même pesant. Alors, on continue d'avancer, mais c'est vrai que je pense que sur la durée, ça devient compliqué. Et il y a quand même certains collaborateurs qu'on n'a pas vus depuis très, très longtemps, quoi. Je sais que, enfin voilà, avec Eric, avec Camilla, on vient de temps en temps sur site quand même. Moi, il y a des gens que j'ai pas vus depuis 8 mois. Alors, je viens pas au bureau tous les mêmes jours. Voilà, je croise de temps en temps telle ou telle personne. Il y a quand même des gens que j'ai pas vus depuis 8 mois. Et ça fait quand même très, très bizarre, quoi. Donc voilà. On est encore quand même dans une situation un peu particulière, hein, c'est clair. Dana, si vous voulez aussi nous donner votre point de vue sur le côté humain et psychologique. Très rapidement, pour compléter, hein, forcément, la gestion du lien social, c'est le principal sujet auquel on a dû faire face. Donc nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un comité de direction où en fait chaque service était représenté. Donc ce comité de direction avait des réunions, en tout cas se réunissait virtuellement tous les jours. Donc ça permettait vraiment d'avoir une communication descendante, puisqu'après chaque chef de service faisait un petit point, même si c'était un petit quart d'heure, 20 minutes avec ses équipes, mais pas que pour discuter de la charge de travail, mais aussi pour échanger sur ce qui se passait dans l'entreprise, l'activité, parce que ça faisait peur aussi, quand vous avez une activité qui est arrêtée à 100%, parce que c'est ce qui nous est arrivé. Tous nos chantiers ont été mis à l'arrêt, nos collaborateurs ne savaient pas trop où ils allaient. Donc, on a essayé de maintenir le lien comme ça. Alors, a posteriori, parfois, on se dit que ça a peut-être été un peu contre-productif parce que c'était très lourd. Mais je pense qu'on avait besoin de cette forte communication pour essayer de rassurer au maximum et tenir informé au maximum nos collaborateurs de ce qui se passait, des décisions qui étaient prises et de comment finalement ils allaient être, entre guillemets, traités. Donc après, sur le chômage partiel, moi, j'ai vraiment deux populations. Alors, j'ai la population compagnon, donc nos ouvriers qui, comme je vous le disais, le télétravail c'est juste impossible. Donc, la question ne s'est pas posée pour eux. Alors, on a essayé. Au début, on arrivait, c'est vrai, en fin de période de congé, puisque nous, il fallait les solder au 30 avril. Donc, il y avait des congés à solder. Donc, on a pu passer des congés, des RTT, etc., pour qu'ils perdent le moins de rémunération possible. Il faut savoir que notre population compagnon, au-delà du salaire de base, ont des primes notamment de rendement et d'objectifs. Alors, quand vous ne travaillez pas, ces primes-là, vous les perdez. Donc, on a vraiment, les services RH, on a vraiment fait, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui a été dit, on a vraiment géré au cas par cas. On a appelé chaque compagnon pour le tenir informé, lui expliquer le chômage partiel, au moment de boucler sa paye, lui dire combien il allait toucher à la fin du mois, parce que pour certains, c'était des payes divisées par 2. Donc, je vous assure, quand vous avez un crédit, une famille, etc., voilà, il vaut mieux être prévenu avant de toucher la paye, savoir si en face, vous pouvez les aider financièrement, peut-être faire des avances. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a essayé de mettre en place pour les accompagner au mieux. Après, sur notre population étam cadre, dans un premier temps, c'est vrai que le chômage partiel, on l'a pas trop mis en place parce que malgré tout, même si l'activité était à l'arrêt, c'était le moment aussi peut-être d'apurer tout le boulot qui n'avait pas pu être fait, le retard, etc. Donc, ça a permis de gérer tout ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que l'activité étant à l'arrêt, forcément, le travail, à un moment donné, c'est amenuisé, c'est épuisé. Donc, il a fallu effectivement que les managers gèrent les services qui devaient passer en activité partielle et d'autres qui, il fallait qu'ils assurent la continuité de l'activité. Je pense notamment au service ressources humaines. On a essayé de maintenir le lien avec nos représentants du personnel.
on faisait une réunion à peu près tous les 15 jours, donc c'est important parce que eux aussi sont les relais vis-à-vis des collaborateurs. Donc on a essayé de ne pas perdre le lien là-dessus. Bon, la ligne téléphonique aussi, on en avait une, donc on l'a réactivée, on a recommuniqué. Alors après, j'ai aucun chiffre non plus, ce que disait Mickaël, je ne sais pas trop finalement si elle a été utilisée ou pas, mais enfin en tout cas, elle avait le mérite d'exister et d'être présente, et c'était un lien de plus entre guillemets que en tout cas des collaborateurs pouvaient activer si nécessaire. Voilà. Bon, après, nos patrons avaient fait quand même, alors j'ai trouvé la démarche assez sympathique, avaient envoyé un SMS à tous les collaborateurs, voilà, pour leur faire part de leur soutien, les rassurer. Enfin voilà, on a vraiment essayé d'activer tout ce qu'on pouvait pour maintenir ce lien de la meilleure façon possible. Et je pense que l'objectif a été tenu, puisque les retours qu'on a eus par derrière étaient plutôt positifs sur le sujet. Donc voilà, objectif tenu. Ok, merci beaucoup, Mandana. On va passer à la question suivante. On risque de frustrer certaines personnes qui ont posé des questions, mais on verra en fin de session si on a le temps de les poser. Sinon, on aura les réponses et on vous les enverra dans le résumé qu'on fait tous les mois, parce qu'on essaye de tenir aussi le timing qu'on vous a promis. On sait que voilà, y a parfois d'autres choses à faire après l'Afterwork RH, et on essaye de rester dans ce timing-là. Et on a une autre question qui peut être super intéressante, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de la fonction RH pendant ce confinement-là. Mandana l'a dit, ça faisait partie des services qui sont restés sur le pont et qui ont dû faire face à tout ça. Et en fait, on voulait vous demander si vous pensiez vous-même que votre fonction RH avait évolué suite à tout ça, et conjointement, si les liens avec la direction générale aussi s'étaient finalement renforcés, et si oui, comment ça avait pu se matérialiser. Alors, je ne sais pas, pardon, Camilla, je vois que tu es dans les starting blocks, alors on va commencer par toi. Je pense que, et du coup, on a beaucoup parlé des côtés opérationnels où on est toujours depuis un an très présent. Donc, oui, effectivement, côté opérationnel, la gestion des crises a pris la place très importante. Côté business partnering, je dirais non, ça n'a pas changé. Au contraire, je pense que c'est le lien avec nos top management et notre management s'est encore renforcé, parce qu'on s'est rendu compte à quel point la communication est importante entre nous. Je pense que dans la communauté RH au sein de Schneider, finalement, la crise nous a permis d'encore se rapprocher davantage, et pas uniquement dans l'équipe RH présente sur les sites des Carros, mais vraiment au niveau national, voire international, pour s'aligner sur nos différentes pratiques, pour partager aussi des expériences, des cas exceptionnels qu'il fallait gérer pour être aligné. Et ça nous a permis vraiment d'avoir des points de contact très réguliers, très alignés. Et finalement, la communauté RH en sort encore plus forte qu'elle était avant la crise. Et je dirais côté vraiment positif, côté positif qu'on voit dans la gestion des crises, c'est que notre fonction finalement, même si chez Schneider on était déjà digital ready avec tous les outils proposés, on est devenu encore plus digital. On a maintenant la tendance plus d'utiliser tout ce qui va être visio, chat, les outils comme Klaxoon pour animer nos réunions. Et finalement, on se rend compte aussi que quelque part, le télétravail qu'on imaginait possible jusqu'aux 2 jours par semaine avant s'y prête pour certains métiers si on arrive à maintenir le lien social. Qui puisse être quand même étendu bien plus qu'on imaginait avant. Voilà, pour faire court et laisser le temps aux autres entreprises de prononcer. Merci Camilla. Mandana, si tu veux poursuivre. Pour moi, la fonction RH chez nous, elle a pris une toute autre dimension, si je puis dire. Ma vision, c'est qu'avant, on avait des managers ou une direction qui gérait un peu les sujets RH. Ils les géraient tout seuls. non pas qu'on n'était pas présents, mais parce qu'ils estimaient que finalement, peut-être, je ne sais pas, on n'avait pas grand-chose à apporter. Et en fait, je trouve que cette crise, le fait qu'on se soit montré vraiment très réactif, qu'on était agile, on a vraiment été des supports, parce qu'on avait
finalement une législation qui changeait tout le temps. Comme je le disais, des injonctions contradictoires en permanence, avec à un moment donné, on disait qu'il fallait faire comme ça, puis finalement c'était comme ça, puis finalement c'était encore autrement. Et en fait, je pense qu'on a, le fait qu'on ait vraiment été présent, qu'on ait été présent vis-à-vis des collaborateurs, voilà, c'est ce qui nous a énormément coûté, hein. Clairement, ça a été, moi perso, le confinement, je l'ai pas super bien vécu parce que ça a été j'ai trouvé ça très très lourd, mais en fait j'en ressors de là en étant fière finalement de cette nouvelle dimension RH qu'on a pu apporter. Et aujourd'hui on a des managers ou une direction qui finalement ne fait plus rien sans nous demander. Donc finalement là aussi on a atteint un objectif, et le lien avec la direction générale, oui, forcément il en est sorti renforcé. Et je pense qu'ils ont vraiment pris conscience qu'on n'était pas là pour embêter ou pour empêcher de travailler, mais qu'on était vraiment là pour les alerter sur des sujets finalement dont ils n'avaient pas appréhendé, et qu'on était vraiment là pour anticiper et les aider au mieux. Donc là-dessus, clairement, oui, pour moi, la fonction RH, elle a vraiment évolué, et on est passé à un autre niveau. Agile, c'est vraiment un bon mot. Vous l'avez utilisé, effectivement. Je pense que l'avantage chez nous, le plus qu'on peut se donner aussi, qu'on est ressorti de cette crise beaucoup plus agile. Ouais. Merci beaucoup à vous, Mickaël. Si tu veux peut-être nous donner ta vision côté direction, lien avec la direction, et puis évolution de la fonction RH. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que s'il y en a qui se posaient la question d'à quoi on sert, à quoi servent les RH à un moment, maintenant, plus personne n'a de doute. Et ça, c'est plutôt pas mal. Avant, les RH, il fallait expliquer, RH, mais tu fais quoi? Et même dans la boîte, et là, maintenant, je dis, ah ouais, ok, c'est bon, il n'y a plus besoin d'expliquer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. La fonction, elle a évolué dans le sens où moi, j'ai eu vraiment une accélération des transformations, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des chantiers, des évolutions, des trucs auxquels on réfléchissait, où on se disait, bon, ça allait, c'est un horizon 2 ans parce qu'il ne faut pas pousser trop fort, parce que sinon ça va bloquer. Et en fait, non, c'est passé au premier plan, hein. Et aujourd'hui, si j'essaie d'en retirer le côté positif, moi je pense qu'on a gagné 3, 4, 5 ans, même en termes de transformation des organisations. Maintenant, il va falloir faire attention de ne pas revenir en arrière, trop vite surtout, parce qu'il y a eu quand même des choses extrêmement positives qui en sont ressorties. Et la fonction RH, pour moi, est centrale, d'autant plus centrale, et a pris un focus encore plus fort qu'avant sur l'accompagnement managérial. Là où avant, on pouvait avoir cette impression d'avoir des ressources humaines un petit peu dans leur tour d'ivoire, là, on a dû aller, on y allait déjà, mais encore plus au contact du terrain, des managers, et être là. Et au final, c'est ça qui fait l'intérêt du job. Passer sur un rôle beaucoup plus multicasquette aussi, que ce soit l'organisation du travail, le droit, la communication, le côté aussi animation, garder du lien social, peut-être presque happiness manager, ce genre de choses. On a dû prendre un nombre de casquettes assez hallucinant, et passer dans un mode où les RH étaient majoritairement en réactif à une fonction moteur, innovante, sur laquelle se repose l'organisation. Et comme disait Mandana tout à l'heure, c'est vrai que au final, là où avant on nous mettait dans la boucle à la fin en disant, ah, au fait, là maintenant on vient nous voir en premier en disant, bon, on aimerait aller là-dedans, comment on fait, quoi. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, en termes d'évolution de la fonction RH, cette crise a été hyper difficile pour tout le monde sur plein de sujets, mais je pense qu'en termes de mise en avant, d'évolution et d'intérêt du job, c'est presque cynique de dire ça, mais je trouve la période passionnante, en fait. Et pour poursuivre sur cette note positive, parce que finalement, la fonction RH a été davantage mise en valeur grâce à la crise. Donc, en fait, c'était un peu le but aussi de cette soirée, c'est de dire, bon, OK, il s'est passé quelque chose de grave, ça a été très compliqué à gérer, il y a eu des difficultés, mais il y a quand même des choses intéressantes qui en sont sorties, notamment la mise en valeur de la fonction RH. Donc, il y a des aménagements que vous avez mis en place. Quels sont les aménagements que vous pensez conserver sur le long terme?
Et en quoi, pour vous, vous voyez ça comme, cette crise comme une opportunité? Peut-être Mandana? Moi, je vais paraître archaïque, mais c'est le télétravail. Parce que, enfin, avec tout ce qui est digitalisation, hein, au sens large, comme je vous le disais, le télétravail, clairement, ça n'existait pas. Bon, aujourd'hui, même encore, hein, en toute transparence, j'ai des managers qui sont encore hyper réticents parce que ils analysent le télétravail avec la période Covid où justement le télétravail, on l'a subi, on n'y était pas préparé. C'était une situation exceptionnelle où on avait les enfants à la maison, etc. Donc, c'est clair que ce n'est pas la meilleure façon de faire du télétravail. Donc, ils en sont encore à mais franchement, le télétravail, ça ne marche pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'entends les différentes entreprises qui se sont dotées d'accords télétravail depuis 2012, nous, aujourd'hui, on est à peine à essayer de mettre en place une charte télétravail. On est en 2021. Donc, bon, on va y arriver, hein, mais voilà, c'est vraiment… je pense que là-dessus, on a gagné énormément d'années. Et c'est pas encore gagné. Hein, ça fait maintenant, depuis le mois de mai, ça fait un an, hein, bientôt qu'on parle de cette charte et qu'on a du mal à avancer parce que c'est vraiment pas dans notre culture, quoi. Donc, alors après, c'est vrai qu'on est principalement des métiers de terrain, il faut se le dire aussi. Mais ouais, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, l'aménagement qu'on va conserver, bon, ben, forcément, c'est celui-là. Moi, je pousse pour qu'on arrive à mettre en place cette charte et que du coup, le télétravail ne soit plus aujourd'hui un simple aménagement subi par rapport à une situation de Covid ou autre, mais en tout état de cause, une vraie organisation du temps de travail. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le confinement a fait se poser plein de questions finalement à nos collaborateurs sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai que le monde du BTP est un monde très prenant avec des plages horaires qui sont énormes. Donc nous, on n'a pas vécu de licenciement, c'est-à-dire que par rapport à l'activité, on n'a pas été obligé de mettre en place des licenciements suite à une baisse d'activité. On touche du bois, tout va bien, on est à peu près sorti. Mais c'est vrai qu'on a dû faire face à des collaborateurs qui ont complètement remis en fait en question le sens du travail, qui ont remis en question finalement, voilà, ils se sont dit non, c'est pas cette vie-là dont j'ai envie. Moi aujourd'hui, j'ai envie d'une vie avec un équilibre, voilà, plus axé sur ma vie personnelle. Et en fait, on n'a pas eu des milliers, hein, je vous rassure, mais on a eu quelques départs de collaborateurs. Parce que voilà, aujourd'hui, clairement, ils avaient envie d'autre chose. Donc, si nous, aujourd'hui, on ne repense pas notre mode d'organisation, notre mode de fonctionnement, nos modes de travail, finalement, déjà qu'on est dans un monde où on a du mal à attirer finalement les collaborateurs chez nous, on va avoir de plus en plus de mal. Donc, aujourd'hui, c'est le message qu'on essaye de faire passer, nous, les RH, à nos managers, à nos directions, en leur disant que aujourd'hui, on est face à des collaborateurs pour qui le travail est important, mais ce n'est pas tout. Donc, il faut leur offrir au final, voilà, il faut leur offrir une certaine évolution dans leur organisation des modes de travail, des temps de travail, pour finalement les fidéliser, les attirer. Donc, c'est tout l'enjeu au final auquel je suis confrontée aujourd'hui. Enfin, moi et puis l'équipe RH. Donc, voilà, c'est sur ça qu'on va devoir travailler. Oui, je pense au niveau de… Donc, par rapport à la question, effectivement, en termes de mode d'organisation, et je pense que c'est ce que tout le monde a dit, on va garder certaines pratiques digitales qui vont permettre finalement une certaine efficacité, réduire peut-être certains déplacements qui peuvent être compliqués. Donc, très certainement, je veux dire, ces connexions digitales vont sûrement perdurer, mais je rejoins tout à fait ce que Mandana vient de partager. Donc, je pense que ce qu'on doit surtout essayer de garder et de renforcer, c'est effectivement d'amener du sens et de s'assurer effectivement qu'on ait du sens dans l'entreprise et que finalement, on tire quelque chose de ces situations difficiles pour, au lieu d'en faire une faiblesse, en faire une force et travailler sur la cohésion d'équipe et aussi sur la dimension humaine qui finalement, qui l'eût cru un jour qu'on se dirait, tiens, ça me manque d'aller au boulot, je suis trop à la maison, limite ma compagne, elle saute de joie quand je lui dis que je vais au boulot. Donc, voilà, je pense que tout le monde finalement recherche cette quête de sens, de cohésion, de mission aussi, et ce ne sont pas des vains mots, c'est finalement se dire
à quoi est-ce que je contribue dans l'entreprise, quel est mon impact, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi aussi, et finalement, comment on y arrive tous ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être plus important que jamais. Je voyais Aurélie qui posait la question effectivement dans le chat. On n'a pas 10 000 personnes effectivement qui sont venues nous dire « moi, j'ai perdu du sens dans l'entreprise, je ne sais plus si finalement c'est ce que je veux faire, etc. » Par contre, on s'est rendu compte, on a des mécanismes qui permettent, je dirais, à certains collaborateurs de réaliser un projet avec un accompagnement de Schneider. On a eu un peu plus de personnes finalement qui ont demandé de bénéficier de ces mécanismes. Donc, in fine, ça montre quand même que certaines personnes, effectivement, se sont posées des questions. Et vraisemblablement, je pense que le vrai challenge sera au sortir de cette crise, effectivement, où quand on va revenir dans un monde plus ou moins normal, où effectivement, si on n'arrive pas à donner ce sens et cette vision, on risque d'avoir ces remises en question et peut-être et sans dramatiser, bien sûr, hein, mais ces départs potentiels. Ouais. Après, je partage assez complètement l'avis de Mickaël. Je crois ça nous a vraiment permis de gagner en un an plusieurs années. Ça, je pense que c'est assez fondamental. Il y a aussi, alors quelque chose qui est vrai chez Schneider, c'est que l'accélération du digital, elle impacte fortement le business model de la boîte et voilà, le cœur du business de Schneider, parce qu'on est, voilà, on est sur l'efficacité énergétique, avec des objectifs de développement durable, etc. Donc, on va dire que la stratégie de la boîte, elle a été renforcée par le contexte Covid, mais de fait, on développe de plus en plus notre activité logicielle, nos solutions digitales, et donc ça implique aussi une évolution de nos forces de travail et de fait la façon aussi dont on doit les accompagner en tant que RH. On va plus recruter les mêmes personnes, on va plus développer les produits de la même façon, etc. Et donc ça, c'est pas directement lié à la façon dont on a géré le confinement, mais en termes d'impact de la crise, pour Schneider, c'est quelque chose de très impactant, de plutôt positif quand on regarde les résultats de l'entreprise et puis le monde vers lequel on se dirige. Mais ça, c'est une transformation qui va être extrêmement importante à gérer dans les années qui viennent. Et pour mettre ma pierre à l'édifice, je ne vais pas apporter grand-chose de plus, mais effectivement, ce qu'on va essayer de conserver sur du long terme, c'est déjà, il y a une unanimité sur le fait qu'on veut tous plus de télétravail et on ne reviendra pas au modèle d'avant. C'est-à-dire que le 1 jour de télétravail possible par semaine, ça va être élargi. Hein. Là aujourd'hui, on est dans des réflexions. Il n'y a rien qui est ancré parce qu'on attend de voir, les choses peuvent évoluer, mais a priori, on se dirige quand même vers une obligation de présence de 2 jours par semaine et le reste libre. Donc, ça ouvre énormément de réflexions, que ce soit en termes de communication, de développement de l'asynchrone, de mieux formaliser les process, de faire perdurer notre culture dans un mode où on ne sera jamais plus de 50% de la boîte au bureau en même temps, du management hybride, de l'organisation des locaux aussi, puisque forcément, si on se retrouve avec des locaux occupés à 50% et plus forcément pour les mêmes usages, puisque le bureau au final devient le lieu de rencontre, presque, je vais dire, de détente, le lieu informel, là où on va se retrouver, on va échanger autour de la machine à café, on va recréer du lien. Et nous, on a même acté, hein, on l'a défini clairement. Alors, dans cette période, on verra après, mais dans cette période, voilà, revenez au bureau pour voir vos collègues et pour passer du bon temps. Et en fait, si vous venez au bureau, on est conscient que vous serez moins productif que ce que vous êtes en télétravail actuellement, mais ce n'est pas grave. C'est important. C'est important pour la société, pour la culture, pour le lien, pour se connaître et ça. Et on a dû rassurer des gens qui disaient « Ouais, je suis venu au bureau, mais au final, j'ai avancé sur rien de ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si je reviendrai. » Et nous, on leur disait « Mais en fait, si, tu as avancé, mais ce n'est pas grave. Tu prendras un peu de retard sur autre chose. Mais le moment que tu as passé là au bureau avec tes collègues à recréer du lien était hyper important. » Donc,
on veut continuer là-dedans, développer ce côté remote first et pas full remote. Et quand je dis remote first, c'est vraiment comment on met en place une organisation qui fonctionne aussi bien en remote qu'en présentiel. Et là, ça va être un énorme défi. Il y a ça ouvre plein de chantiers. C'est extrêmement passionnant aussi. Donc voilà, plein de choses, plein de choses. Et aussi des enseignements. Et on le disait tous tout à l'heure, à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on autorise le télétravail à temps complet? Est-ce qu'on s'autorise à avoir des gens qui ne viennent plus jamais au bureau? Non. Et cette période-là, elle nous a permis de savoir que plus de télétravail, c'est bien, mais en fait, et on n'en a même pas la demande. On en avait des demandes au début, mais en fait, plus personne n'a la demande de dire je veux être en télétravail. Les gens disent je veux, à temps complet, ils disent je veux être en télétravail plus qu'avant. Par contre, je veux pouvoir revenir au bureau de temps en temps et être là avec mes collègues et avoir du contact humain. Donc, c'est pour ça qu'on se dirige vers un modèle qu'on appelle remote first. Ouais. Et il y a aussi un truc qui est assez compliqué, qu'il va falloir qu'on gère chez Schneider. Alors, un peu de la même façon que ce que tu dis, on s'est donné un peu. Aujourd'hui, on a choisi de se donner un peu de temps pour voir comment. Voilà, on avait un accord télétravail 2 jours par semaine, etc. Ouais, on attend de voir. On attend de voir ce qu'on va faire. Et par contre, ça induit il y a un truc qu'on va devoir gérer chez Schneider et qui est nouveau pour le coup, c'est que jusqu'à présent, notamment dans la façon dont on gère nos politiques internes avec nos organisations syndicales, on a toujours eu une approche très unifiée de l'ensemble de nos collaborateurs sur le territoire. Et de fait, on a pourtant des populations très différentes parce qu'on a des gens dans des usines, on a des vendeurs, on a des gens dans des labos. Et jusqu'à présent, on a toujours essayé de gérer ce petit monde quasiment de la même façon. Et c'était un peu la culture d'entreprise de la boîte. Là, ça va probablement nous forcer à avoir une approche un peu différente parce que oui, voilà, on a bien vu qu'il y avait des métiers qui étaient probablement sur le papier 100% télétravaillables, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça va être super intéressant de voir comment on va gérer dans le futur ce truc-là parce que c'était pas dans la culture de la boîte. Donc ça va être assez intéressant à voir. Donc ça c'est voilà. De vastes débats pour le futur. En effet, on était en train de se dire avec Jocelyne que nous aussi on a envie de participer parce qu'en fait nous aussi on aurait plein de choses à dire et effectivement je crois que entre vos 3 entreprises, vos 3 organisations différentes, 3 historiques différents, en fait, je pense que chacun, on peut reprendre un petit peu de ce qui se dit partout. Je crois que sur la partie télétravail, c'est le gros truc qui a été mis en avant. Et en fait, je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire que le télétravail, on en voulait tous plus. Et maintenant, on aurait plutôt tendance à dire, mais laissez-nous revenir, quoi. On a besoin d'être en interaction avec les collègues. Et effectivement, ce que tu disais, Mika, moi, quand je reviens sur le site, je m'aperçois que ma journée est moins productive. Mais au final, ça fait partie du travail, c'est tellement important. Et donc, c'est ça qui est intéressant finalement de ce qui ressort de tous vos témoignages, c'est que le côté humain est énormément ressorti de cette crise, le lien social, l'accompagnement humain, l'accompagnement psychologique, etc. C'est vraiment ce qui est au cœur de cette crise et au cœur de ce qui a dû être géré, ce qui nous permet de comprendre qu'effectivement, les ressources humaines ont vraiment eu leur épingle du jeu à tirer et que la fonction RH, pour le coup, elle est vraiment au cœur de tout ça. Pour conclure, avant de passer aux questions des participants, est-ce que chacun, vous pourriez nous donner 3 mots, juste 3 mots, sans les argumenter, qui pour vous résument les apprentissages de cette crise pour vous et pour votre entreprise? Peut-être on peut commencer par Mandana. Digital, agilité et prudence. Mika? Je reprends mes notes, je ne me rappelle plus ce que j'avais mis. Tu avais préparé. Ouais, j'ai fait mes devoirs. J'avais mis résilience, adaptabilité et opportunité. Résilience. Ouais. Jean-Christophe? On a travaillé ensemble, mais c'est Camilla qui a pris les notes. C'est la même chose, hein, Camilla? Oui, on s'était voté agilité, effectivement, digital et engagement. Qui comprend un petit peu résilience et vraiment toutes les commitments, tous les engagements que dont nos collaborateurs ont fait preuve pendant ce temps qui était un peu dur. Alors, on a quelques questions. Merci beaucoup à tous les 5, du coup. 6.
Non, 5, pardon, il est un peu tard. On va passer aux quelques questions. Alors, on sait qu'on est un petit peu en train de dépasser au niveau du temps. Si vous devez partir, surtout, n'hésitez pas. On ne se vexera pas. De toute façon, la session est enregistrée. Et puis, pour les quelques questions qu'on n'aurait pas le temps d'aborder, on les communiquera aux intervenants et on vous fera passer les réponses. Alors, César, si tu as quelques questions qui peut-être auxquelles on n'aurait pas répondu. Oui, en effet, parce qu'il y en a quelques-unes où vous avez répondu au fil de la conversation. Il y en a une, je pense que vous en avez parlé, mais peut-être ça peut être intéressant de revenir là-dessus. Est-ce que vous avez du coup formalisé des accords de télétravail avec vos salariés pendant cette période? Est-ce que vous avez aussi utilisé les dispositifs d'accords collectifs? Comment ont été impliqués vos comités sociaux économiques, par exemple? Est-ce que les syndicats ont vraiment aussi eu un mot à dire, quoi? Comment s'est passé ce dialogue social et est-ce qu'il a été formalisé? Alors, si je me permets de prendre la parole et de commencer, si ça ne dérange pas. Nous, on a eu un principe qui était, il est urgent de prendre aucune décision, en fait. C'est un peu bizarre de se dire ça, mais c'est extrêmement fluctuant, en fait. Ça change tous les jours. Tout l'encadrement législatif évolue en quasi continu. Et on se dit, en fait, si on avait dû prendre les devants et rédiger un accord ou une charte de télétravail pour l'après, il y a 6 mois en arrière, on ne l'aurait pas rédigé de la même manière qu'aujourd'hui. Et en fait, les choses avancent tellement vite qu'on se dit, attendons de voir à quelle sauce on va être mangé avant de commencer à rédiger un accord et de devoir après le redétricoter et le refaire parce qu'il y aura eu des nouveautés législatives qui seront apparues. Donc nous, on se met sur un modèle où on dit, et on implique les partenaires sociaux là-dedans, mais on dit, nous, on va tester. On va tester un modèle, et c'est-à-dire que quand on reviendra à la normale, on va tester ce modèle-là de 2 jours de présentiel par semaine, dont 1 jour en commun par équipe. Et on va voir si ça marche. Et si ça marche, et qu'on veut, on va l'ajuster, on va faire des changements, des choses comme ça. Et si ça marche, à ce moment-là, oui, on formalisera par un accord de télétravail, mais pas avant, en fait. Chez nous, c'était assez simple parce qu'on avait déjà un accord télétravail qui donnait la flexibilité sur 2 jours par semaine par collaborateur et 2 jours choisis. Donc, ça pouvait être les jours qui changeaient toutes les semaines. Effectivement, tout au début de la crise, pour se protéger, on est parti sur des lettres que le manager envoyait hebdomadairement à ses équipes. Bon, après, ça passait par un tacite reconduction tant que le manager apparaissait, ce télétravail imposé 5 jours par semaine. Avec la crise, ensuite, on est passé sur le mode, oui, c'est une communication au territoire qui impose directement jusqu'aux 5 jours de télétravail par semaine. Et comme Jean-Christophe a mentionné, par la suite de la crise, on a déjà des bases solides, on a déjà cette flexibilité sur 2 jours de télétravail, donc on va se donner du temps avec les partenaires sociaux de revoir si on continue encore sur ce modèle ou si on va encore vers plus de flexibilité. Par contre, on a veillé quand même pendant pendant les différents confinements à maintenir un dialogue régulier avec les OS, avec les CSE, à les informer systématiquement au préalable de ce qu'on envisageait de faire, etc. On a bien travaillé avec les organisations syndicales de ce côté-là pendant les confinements. Ouais. Bon, nous, on a complètement subi le truc. Hein. On n'a rien formalisé. Voilà. On arrive après la guerre. Donc aujourd'hui, voilà, on pense à la formalisation. Parce que comme je vous disais, il faut aujourd'hui évoluer. Mais parce qu'on a des collaborateurs et des CSE qui poussent, hein, clairement. Parce que sinon, comme je vous disais, nos managers sont encore un peu fermés sur le sujet. Ok, merci. Alors, vous en avez un peu parlé par rapport aux lignes d'écoute psychologique. Je ne sais plus qui l'a dit, que ça a été mis en place, mais pas forcément utilisé. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes peut-être en interne sur la santé vraiment mentale de vos équipes? Est-ce qu'ils ont su faire appel à vous, à votre service RH, s'ils étaient en détresse? Est-ce que vous avez bien été identifié, disons, comme relais par rapport à ces questions-là? Peut-être vous avez des références sur tout ce qui est prévention des risques psychosociaux. Sans vouloir peut-être nous raconter un cas particulier, comme pour nous dire, est-ce que ça allait plus loin vraiment que de mettre en place une ligne d'écoute qui n'était pas forcément utilisée comme vous l'aviez précisé?
pense que dans notre fonction RH, effectivement, les collaborateurs nous ont fait bien plus de confiance qu'ils nous faisaient avant. Donc, effectivement, au-delà de mettre en place des lignes d'écoute qui étaient plutôt neutres parce que c'était organisé souvent soit par la mutuelle, soit via le système de prévoyance. On a pu jouer ce rôle aussi avec les collaborateurs. Les managers ont joué ce rôle aussi, mais je pense qu'en fait, il y avait aussi un soutien assez fort entre les collaborateurs. Donc, à la fois, nous, on a travaillé avec les équipes RH et le management pour maintenir les liens sociaux, mais en fait, les liens sociaux, mais on s'était rendu compte qu'aussi les collaborateurs entre eux étaient en train de se soutenir avec ce qu'ils appelaient post-café, post-café virtuel, c'était assez classique, mais qui commençaient à l'appeler post-chocolat ou post-autre. Pour faire en sorte que cette partie informelle et côté soutien psychologique est présent dans notre travail quotidien quand même aussi. On a, en termes d'enquête, alors on n'a pas fait d'enquête spécifique. Par contre, on a adapté notre enquête annuelle d'engagement des collaborateurs qui se tient en général, on fait ça au mois de mai, au mois de juin, je ne sais plus exactement. Et en fait, donc l'année dernière, on en a profité pour glisser dans l'enquête un certain nombre de questions qui étaient directement liées effectivement à la façon dont avait été gérée cette période. Et donc, ça nous a quand même permis de recueillir pas mal d'avis, de prendre un peu le pouls des équipes au global sur la façon dont ils avaient perçu la communication de l'entreprise, la façon dont ils avaient vécu les choses, etc. Donc ça a été quand même un matériel assez intéressant à exploiter. Ça a d'ailleurs été assez positif. Mais je pense que c'est pareil, honnêtement, j'ai pas trop d'infos sur la partie support en ligne, etc., qui a été mis en place par la mutuelle. Je ne sais pas trop si ça a vraiment marché, ce truc-là. Je suis un peu dubitatif, mais... Ouais, un peu. Ok. Un peu utilisé, mais pas énormément. En fait, je pense que avec le geste de dire il y a ça, si vous voulez, en fait, déjà, ça rassure les collaborateurs. Et en fait, ils savaient que c'était là et qu'ils pouvaient l'utiliser s'il y avait besoin. Je pense que ça aurait été plus mal vécu si ça n'avait pas été présent. On n'a pas fait d'enquête non plus, mais pareil, on a adapté nos entretiens biannuels et entretiens annuels avec des questions quand même un peu orientées là-dessus. Les enquêtes d'engagement, pareil, avec pas mal de questions qui tournaient autour de ça, mais toujours de façon à garder une certaine anonymité. Et surtout, des collègues et des managers qui ont été en première ligne et avec qui... eux, on les a suivis de près, justement, quand on les voyait, et toi, et ton équipe, et comment ça va, et est-ce qu'il y a des alertes, est-ce que tu vois des choses, et un tel, et aussi, j'ai la chance d'être dans une structure où on n'est que, entre guillemets, 250, ce qui fait qu'on connaît quand même relativement bien les gens, on connaît les cas particuliers de ça, et on savait aussi ce qui était un petit peu à risque, et ce dont il fallait s'occuper un peu plus en détail. Donc, on a essayé, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont passés entre les mailles du filet, mais... Et je ne dis pas qu'il y en a qui sont pas mal actuellement, hein. Il y en a, c'est sûr. Mais c'est un petit peu au doigt mouillé. À chaque fois, on fait avec les moyens du bord, en fait. Voilà. Nous, pas d'enquête particulière. On s'est plutôt servi de la campagne des entretiens annuels, pareil, pour indiquer aux managers que c'était le moment de poser des questions un petit peu aux collaborateurs, savoir comment ils avaient perçu cette période de confinement, comment ils l'avaient vécu, comment ils avaient vécu le télétravail, ce qui nous permettait aussi finalement de prendre un peu la température sur les collaborateurs qui souhaitaient à terme basculer sur une partie de leur temps en télétravail. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont assez demandeuses et d'autres qui sont complètement devenues récalcitrantes. Alors, je pense que c'est juste un effet parce qu'à un moment donné, on est passé de rien à tout, on va dire. Et aujourd'hui, on se voit à gérer la présence dans les locaux, en demandant à faire du télétravail, etc. On a des collaborateurs qui ne veulent absolument pas être en télétravail. Ils ont mal vécu la période. Ils préfèrent être au bureau on a vraiment les deux aspects. Alors après, je pense que ça va se rééquilibrer parce que quand la crise sera terminée, quand on retrouvera tous, entre guillemets,
une vraie vie avec plein de choses à l'extérieur qu'on pourra, voilà, on ne sera pas cantonné à entre guillemets métro boulot dodo. Je pense qu'ils verront le télétravail comme une opportunité, une organisation de leur temps et ils le verront différemment et ils y reviendront. Mais voilà, en tout cas, pas d'enquête, voilà, si on avait on a pu avoir des remontées peut-être de collaborateurs qui le vivaient moins bien. Bon, après, comme on le disait, la fonction RH a vraiment pris tout son sens et les collaborateurs n'ont pas hésité à nous solliciter s'ils avaient des problématiques particulières. Ce qui est assez sympa et qui peut sembler dichotomique, et je pensais à ça en se voyant tous ici, c'est que malgré tout, alors que le télétravail et donc le côté digital pourrait créer une sorte de déshumanisation, en fait, ça a créé malgré tout, oui, il y a un manque et effectivement, on a tous besoin de connexion et je pense que cette cohésion est importante, mais ça a aussi créé une sorte d'humanité dans le sens où finalement, on rentre un petit peu chez les gens, quoi. Donc, on a des calls, effectivement, où certains collègues sont avec leurs enfants, on est occupé de discuter, il y a un chat qui passe à un moment donné devant l'écran et finalement, ça crée une sorte de relationnel qu'on n'avait peut-être pas avant, où effectivement, avant, quand on était en call, on avait tendance à faire semblant, entre guillemets, que c'était un monde aseptisé et qu'il n'y avait rien qui se passait dans la maison, alors que maintenant, on est beaucoup plus open par rapport à ce genre de choses. Donc, je pense que ça a pu ouvrir aussi certains liens qui n'étaient pas là et qu'il faudrait effectivement garder par la suite. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez sympa aussi et qu'on a pu retirer de positif de la situation. On connaît tous les enfants des uns des autres. C'est quelque chose que je voulais souligner ce soir. L'humanité, justement, dans vos interventions à tous. Quand Cécile, tu demandais 3 mots tout à l'heure, moi j'en ai 3 qui me sont venus, mais en voyant vos interventions, c'est votre côté naturel, votre spontanéité, votre franchise en fait. Et vous avez, au travers de cette intervention, été différent de ce à quoi on était habitué par le passé. Vous êtes humain, vous montrez que vous aussi, vous êtes dans le même bain que nous et qu'on essaye tous de s'en sortir. Et je trouve effectivement, Eric, que c'est ça qu'on a gagné quelque part. On est plus nous-mêmes. On s'autorise peut-être à être plus nous-mêmes, à faire un sourire à notre enfant quand il passe, alors qu'on est en visio. Voilà, c'est des chouettes choses, n'est-ce pas, Camilla? Je ne sais pas si c'était l'enfant ou autre, mais en tout cas, j'ai remarqué le sourire. Donc, merci, j'ai trouvé ça très, très chouette. Merci. Oui, c'est ma petite fille, effectivement, qui est passée par là. Ouais, non, on a vu plein de choses ce soir, hein, des personnes avec des chats, des personnes manger, et tu as raison, Anne-Gaëlle, hein, ça c'est vraiment pas relâché, mais un peu détendu, parce qu'on est tous là-dedans embarqués. Moi, il y a les paroles de Mickaël qui m'ont interpellé, et je me suis dit, tiens, il y a un DRH qui dit ça, quand il a dit, mais c'est pas grave, si vous venez au travail et que vous travaillez moins, en fait, au final, ça sert l'entreprise. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je me suis dit, en fait, quand on a commencé à retourner dans les bureaux, on passait beaucoup plus de temps à discuter parce qu'on n'avait pas ces échanges auparavant à la machine à café informelle et à se dire, on n'avance pas, en fait, quand on est au bureau, quoi. C'était la blague de dire, mais quand je viens travailler, je ne travaille pas, en fait. Mais d'entendre un DRH le dire, au final, c'est peut-être rassurant, que c'est une bonne pratique. Mais le pire, c'est qu'on est même en train de se dire, est-ce qu'on n'ancre pas nos bureaux dans ce mode-là, où en fait, le bureau, l'endroit où on travaille, en fait, c'est chez nous. Et alors, ça va peut-être un peu loin, mais l'endroit où on travaille, où on est vraiment productif, c'est quand on est à la maison, pas dérangé. Et l'endroit où on sociabilise, où on fait de l'intelligence collective, c'est au bureau. Moi, c'est un peu comme ça que je perçois les choses. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est ça. Alors moi, j'étais dans une situation particulière parce que j'ai quasiment tout le temps télétravaillé à partir de mars dernier jusqu'à septembre, en fait, quasiment à 100% parce que j'étais enceinte et donc, du coup, je ne voulais pas prendre de risque. Donc, je ne suis pas retournée au bureau. Et après, je suis partie sur un congé maternité et finalement, je suis revenue quasiment 1 an après le début du confinement. Et en fait, le fait de retourner au travail, c'est une bouffée d'air. Et en fait, je prends ça comme ça. C'est-à-dire, je me dis, le travail, c'est fait pour ça, c'est fait pour sociabiliser. Et en même temps, c'est hyper important parce que c'est dans les échanges informels aussi que quelque part, on monte en compétence sur différents sujets. C'est qu'on apprend des choses que peut-être on n'aurait pas su si on était resté chez nous. Et là, actuellement, c'est ça. C'est je vais au travail.
c'est pour être avec les collègues et pour être au contact de mes étudiants, bien évidemment aussi. Et quand je suis chez moi, vraiment, je focalise. Et c'est pour ça que j'essaye d'avoir à minima le vendredi en télétravail, parce que le vendredi, c'est en fait tout le truc qui a été accumulé sur la semaine. Au moins, je termine la semaine, je finalise mes sujets et je recommence la semaine sur de nouveaux sujets et plus tranquillement, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas forcément le dire, mais effectivement, c'est le cas. À savoir que le présentiel, pour moi, il est quand même indispensable. Moi, je l'ai vu parce que j'étais en télétravail. Je suis retournée une journée sur site, même pas une demi-journée sur site. Et j'ai eu tout le monde dans mon bureau. Tous les managers sont venus parce qu'en fait, ils n'osent pas forcément interpeller quand on est en télétravail sur certains sujets. Et là, tout le monde est venu cet après-midi-là. Donc, c'est une après-midi folle où, en effet, du coup, on collecte les besoins des uns des autres et on voit comment on peut les aider. Mais ça n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas été sur site. Je pense que ça aurait été décalé. Donc, l'importance, comme vous le disiez, qu'il y ait quand même du présentiel, pour moi, a pris tout son sens. Et moi, je n'en avais pas conscience parce qu'on n'est pas en full télétravail du tout au sein de Studiel. Et du coup, le fait de là faire du télétravail à cause des écoles fermées et de revenir une fois sur site, j'ai vu ce que ça pouvait être pour les entreprises qui sont en télétravail depuis plus longtemps, en fait. En fait, c'est ça le modèle idéal, c'est le modèle hybride. Finalement, c'est ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'en fait, du 100% télétravail, ce n'est pas viable sur le long terme. Et du 100% présentiel, c'est bien, mais quand même, le télétravail a du bon, quoi. Et en fait, réussir à être dans un format hybride, et je crois que ça va être un des apprentissages majeurs, en tout cas, sur le sujet du télétravail. Mais ça a pu aussi faire changer d'avis parce que Mika disait tout à l'heure, là où avant on se disait on peut tout faire en télétravail et il y avait beaucoup de gens qui prônaient, et moi la première, la nécessité de faire du télétravail et on ne comprenait pas que les entreprises n'en fassent pas plus, etc. Finalement, on se rend compte aussi, Mickaël le disait tout à l'heure, que le 100% télétravail, ce n'est pas forcément non plus dans les attentes maintenant, ni des gens, ni des entreprises. Donc, Ouais, il y a toujours une minorité qui se complaît totalement là-dedans et à qui le modèle convient, mais il ne faut pas se leurrer, 90% des gens ils ont besoin d'un minimum de contact social. L'être humain est un animal social quelque part. On a besoin des contacts. Et nous, on voit avec les after-work RH, on en meurt parce qu'on n'est pas sur un modèle hybride du tout pour le coup. Et on a besoin de manger des crêpes. Ça nous manque. J'allais dire à quel moment les crêpes allaient intervenir dans cette soirée. Il fallait bien le dire à un moment donné quand même. On les retrouvera un jour, c'est promis. On va peut-être s'en arrêter là parce qu'on a plus que dépassé, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre intervention. Merci beaucoup pour tous les apports, pour tout ce que vous avez pu apporter comme rebondissement les uns sur les autres, pour les questions aussi dans le chat. Par les participants, on n'a pas pu tous les adresser, mais on les adressera après aux intervenants. On essaiera d'y répondre le plus possible. Et c'est vrai, j'ai vu notamment un peu, j'ai regardé en diagonale, mais j'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle était confrontée à une autre problématique, c'est-à-dire qu'elle était dans le secteur de la santé et donc en fait, elle a dû maintenir les personnes en activité malgré les problèmes de garde d'enfants. Et là, pour le coup, on est dans le modèle inverse et c'est vrai qu'il aurait été intéressant d'aborder aussi ce sujet-là. Donc, s'il y a des personnes qui ont été confrontées à ça, lorsqu'on publiera notre compte-rendu sur LinkedIn, n'hésitez pas à rebondir en commentaire. Ça peut être intéressant de continuer à alimenter le débat, même si c'est en ligne et par écrit. Surtout, n'hésitez pas parce que le sujet, ce que Mickaël disait tout à l'heure, en fait, on pourrait continuer des heures. Il y a des tonnes de choses à dire. Il y a plein d'apprentissages. Il y a plein de choses intéressantes qui en sont ressorties. On a commencé par les difficultés parce qu'effectivement, il y en a eu. Ça a été un peu comme un coup de massue, ce que disait Mandana. En fait, on a pris un sacré coup, quoi. On n'avait pas vu le truc venir. On ne savait pas trop comment faire. Puis, au fur et à mesure, il a fallu s'adapter. Il a fallu être résilient. Il a fallu être agile parce que de toute façon, on n'avait pas d'autre choix. Hein, sinon, on s'enfonce complètement. Et donc, du coup, je crois que c'est ce que vous, en tant que RH, mais chaque entreprise, chacune de vos entreprises a su faire parce qu'il a fallu gérer ses collaborateurs, mais il a fallu gérer sa propre frustration aussi et ses propres difficultés chez soi, avec ses enfants, avec son mari, sa femme qui télétravaillait. Donc voilà, donc ça n'a pas été simple, j'imagine bien. Je pense que vous avez surlevé le défi avec brio. En tout cas, des témoignages que vous avez pu apporter, il y a des choses hyper intéressantes qui en sont ressortis. Et nous, on est très reconnaissants que vous ayez pu vous rendre disponible après votre temps de travail pour pouvoir partager auprès de notre communauté sur tout ça. Donc, un grand merci à tous. C'était top et trop de questions super intéressantes auxquelles on aurait envie de répondre et on n'a pas le temps. C'est ça. Mais vous y répondrez. On va vous les faire passer. Vous y répondrez pour qu'on puisse compléter
tous ces éléments-là et qu'on puisse les intégrer dans le résumé. Parce qu'en effet, on pourrait ne pas s'en arrêter, mais il y a de plus en plus d'enfants ou de maris ou de compagnes qui vont venir chercher les gens parce qu'ils commencent